Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Et quand tu vas tourner ta soie, tu vas dire, ah non, frère, ça, raison. Et tout ça appelle l'opposition là, tu vas te retourner contre. Moi, quand je fais le tour des pays comme Nigeria, Ghana et autres, le Rwanda là, quand j'arrive chez moi, je prie même Dieu, c'est le temps même. On leur dit, ils n'ont qu'à dans le village. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Si on ne fait pas attention et qu'on remet ces gens-là que vous appelez opposition, les soi-disant opposants à la tête, vous allez voir que les gens vont venir déstabiliser ce pays. Ils sont venus s'installer comme autant de Gbagbo. Ils ont pris une partie de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris une partie de la Côte d'Ivoire, 60% du territoire. Mon chef, aujourd'hui, on a de reconstruire Bouaké, ma petite soeur. Il faut venir, tu vas voir Bouaké, c'est un excellent travail comme Adoubouné. Bouaké, tu vas à Korogo, beaucoup de choses sont d'avancer. C'est pas ça qu'on va prier pour amener Tiam, il venait Gbagbo, Tiam, les compétences. Mais il y a un système qui s'est fait trahir par du Soro. Plus de combien d'Ivoiriens qui ont été tués. Il n'a même pas d'homme, Tiam. Quand tu vois ces cyberactivistes, les Nina qui disent que non, Zasso a 1500 €. Nina, tu devais te battre pour que Zasso ait des millions pour continuer son combat d'éveil de conscience. Parce que dans les pays européens où on vit, c'est beaucoup d'argent qu'on investit pour ces gens-là, qui font les hommes comme nous là. On dit tenez les moyens de travailler pour le pays. Parce qu'après l'armée, c'est le peuple. Qu'il faut conscientiser le peuple. C'est l'éveil de conscience faire la stabilité des pays. Après l'armée. Donc, on dit Clarisse, je vais m'arrêter là. Il faut que les peuples arrêtent de trop pleurer. Ils pleurent trop. Gbagbo, tu comptes dessus. Mais quand lui, il était au pouvoir, il a donné quoi à la Russie? Moi, j'ai mon père spirituel qui est décédé, un grand frère que j'aimais bien. Le FPI, on appelle qui était de DG Gossio. Gossio me disait, je vais parler, il dit Zasso. Les derniers moments, ils nous appellent pour dire qu'ils se sont retrouvés à la résidence de Gbagbo. Et entre eux, ils disent, ah, pourquoi, à cette période, c'est pas en tête du conseil des États. Ils disent, on ne cherche pas à appeler la Russie. Mais les gens ont dit, mais quand vous avez dans la Russie, c'est pas nous, on a bouclé, hein. Toutes les grandes ambassades du monde sont en Côte d'Ivoire. La Russie a la plus grande ambassade, la Chine, toutes ces grandes puissances aujourd'hui ont équilibré tout ça. Donc nous, on n'a aucun problème. C'est vrai, on a des soucis de personnes entre nous, il y a des petits guerres, mais ça va se corriger. Parce que nous, on continue, mais petit ça, je vais te dire qu'il n'y a pas d'opposition. Ce sont des bilans, ces gens qui ont échoué, qui ont gouverné ce pays, qui n'ont rien apporté à ce pays. Donc vraiment, ils ne peuvent pas nous distraire. Merci. Merci. Merci, mon grand frère Zasso, merci. Ok. Nina, vas-y rapidement et puis après on va faire. C'est vrai que je fasse la motion. Je te dis quelque chose. Ça ne veut pas pour revenir. Vas-y avant que Nina. Je vais pas revenir sur le pays de la parce que. Ne reviens même pas dessus, s'il te plaît, Kevin. Ne réponds même pas. Je vais répondre. Je veux juste. Répondre, je vais vous répondre. Parce que moi, j'ai dit le problème. Je vais vous répondre. Non, grand frère, s'il te plaît. Alors, je voudrais simplement dire qu'au niveau du PDCI, j'ai entendu que des cartes finances ou des militants, quoi. Ça n'existe pas au PDCI. Ça n'existe pas au PDCI. Personne au PDCI ne sait. Ceux qui sont au PDCI, c'est la conviction. Moi-même, je l'ai toujours dit. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je n'ai pas besoin de l'argent du PDCI dans un cadre. Le PDCI n'est pas fait par le contribuable. Ça coûte 1 milliard. Et vous êtes financé. Tous les cyberactivistes sont financés. Alors, je dis et je répète, moi, je n'ai pas besoin de l'argent d'un cadre ou de quelqu'un parce que j'ai besoin de mon indépendance. Voilà, j'ai besoin de mon indépendance dans ma prise de position. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je cherche pas l'argent de quelqu'un ou de qui que ce soit. Et je pense que tous mes camarades, au niveau du PDC, en tout cas, toutes les personnes que je connais et que je crois, sont des personnes aussi intègres qui ne touchent pas de l'argent. On n'est pas financé. On le fait parce qu'on a des convictions. C'est ce qui nous démarque aujourd'hui de certaines personnes qui sont RGP. Conviction, pas vous avez à la tête du pays. Quand tu parlais, vous savez ce qui tient la tête du pays. C'est mon tour de parole maintenant. Fermez vos micros. C'est mon tour de parole. On n'est pas là pour vous écouter. On a tous de quoi faire. Fermez vos micros maintenant. C'est mon tour de parole. Kevin, je vais répondre. Faut te calmer. Va aller. Tu vas lui donner l'occasion de toujours ouvrir le micro et gâter le panel de classe. C'est pas normal. Quand on vient sur le panel de quelqu'un, c'est pas drôle. Voilà. Je ne suis pas là pour répondre à quelqu'un ou bien pour chose. Là, je vais sur le sujet. Et je vais aller. Voilà. Mais si quelqu'un, moi-même, on te donne 1500 €, on te donne 80 €, toi au moins, tu as reconnu que oui, tu es d'accord, où est le débat? Où est le débat que tu te fâches? C'est ta conviction que toute personne qui défend un régime doit être payée par l'argent du contribuable. C'est ta conviction. Tu le dis. Mais pourquoi tu te fâches quand tu dis qu'on te donne 1500 €? Pourquoi tu te fâches? Faut faire ton micro, je vais te répondre. J'ai fermé mon micro. Donc tu fermes ton micro. Ferme ton micro. Quand tu parlais, tu ne m'as pas parlé. Donc tu fermes ton micro. Tu es venu me répondre, il te répond. Voilà. C'est ta conviction. C'est la conviction. Je dis ferme ton micro. Comme vous n'aimez pas qu'on vous respecte, ferme ton micro. C'est ta
conviction. Donc, comme c'est ta conviction, tu me rejoins. Tu me rejoins. On gagne par exemple facilement. Tu me rejoins. Donc, merci de m'avoir répondu. Alors, on avance. La question est dit que l'opposition ivoirienne peut être prête pour affronter le pouvoir de M. Dramane Ouattara. Il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Cette opposition est formée de plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Même le frère qui est là, comment il s'appelle même? Clarisse, appelle-moi un peu le nom du frère Oula. Le frère Oula vient de créer son parti politique. Oula, Didier. Voilà. Le frère Oula Didier, président de son parti politique, vient de créer son parti politique. Il y a plusieurs partis politiques et des mouvements en Côte d'Ivoire. Celui qui a son pissé, celui qui est sur la liste électorale, celui qui peut aller compétir, fait partie de l'opposition. Alors, l'opposition là peut facilement gagner le pouvoir en place. Ça, c'est clair. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a pris certains dirigeants des partis politiques, deux partis politiques, ou bien combien de personnes, deux maintenant, qui ont mis des vieillards à la tête, et ces vieillards sont devenus comme des empereurs. Tant qu'ils ne sont pas morts, personne ne peut diriger le pays. Voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Il y a un qui est dans l'opposition. Celui qui est dans l'opposition, c'est mon père Koudou Gbagbo. On pense que tant que ce monsieur vit, son parti ne peut pas bouger. Et tant que son parti existe, c'est le seul parti d'opposition. Je dis non. Et je dis non. Le PDCI est un grand parti en Côte d'Ivoire. Et ce parti peut aller aux élections. Les Ivoiriens peuvent voter le PDCI. Le MGC fait partie de la course. Les Ivoiriens peuvent voter le MGC. Le FPI d'Afrique Guessant fait partie de la course. Les Ivoiriens peuvent voter le PE. Le leader fait partie de la course. Les leaders peuvent voter. Le parti du frère Oula Didier est là. Il peut faire partie de la course. Tant que quelqu'un, un Ivoirien qui est de l'opposition, voit son frère de l'opposition, s'il veut vraiment un changement de régime, est libre de voter un parti d'opposition. C'est libre. Et le parti qui a été exclu de la liste électorale a son combat à faire. Si on dit c'est juridique, tu saisis les instances juridiques et tu fais ton combat en interne. Ça n'a rien à voir avec la population ivoirienne. Maintenant, ceux qui sont militants de ce parti peuvent faire ce combat-là avec eux. Mais on n'a pas accès à la Côte d'Ivoire pour ça. On n'a pas à brûler la Côte d'Ivoire pour ça. Et on n'a pas à aller chercher nos ennemis d'hier comme l'AES. Je rappelle aux Ivoiriens que l'AES là, ce sont nos ennemis d'hier. Ce sont eux qui se sont alliés à nos frères pour détruire la Côte d'Ivoire et détruire le régime de Gbagbo. Si les militants de Gbagbo et Gbagbo lui-même, il est amnésique, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est amnésique. Parce que nous avons encore les séquelles de cette crise encore sur nous. Nous avons encore nos frères à la Maca qui sont en train de pourrir à petit feu. Nous avons gaspillé beaucoup d'argent. Cet argent, on le regrette parce que ça peut construire des villas pour nos parents. Nous avons beaucoup souffert. Et si eux, ils n'ont pas souffert de cela, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, suivez la crise au Congo. Suivez la crise au Congo, vous allez comprendre que c'est un danger d'aller chercher des alliés. C'est un danger d'aller chercher les frères de la frontière pour venir vous aider dans une crise. Ce qui se passe à Goma là, les Rwandais qui sont là-bas, c'est le président de Laurent Désiré Kabila qui était venu avec eux. Ces personnes se sont installées et ces personnes réclament leur part du gâteau. Donc ceux qui veulent chercher l'AES là, vous êtes hors, vous n'avez rien compris. Parce que quand ils vont venir, il y a des contrats, ils vont demander des terres. Et les terres, c'est qu'eux, ils veulent l'AES. La terre de l'Ouest, on l'a vu ici. On a les preuves ici. C'est la palpable factuelle. Ils veulent notre port de San Pedro. Quand ils vont, vous allez signer. Parce que vous avez besoin d'enlever Ouattara. Est-ce qu'on a besoin de s'allier avec des ennemis pour enlever Ouattara? Le peuple ivoirien peut le faire démocratiquement. Le peuple ivoirien peut réclamer ça. On n'a pas besoin d'aller chercher des forces étrangères qui vont venir nous faire signer des contrats que demain nos enfants ne vont pas accepter, qui vont envoyer des guerres et des guerres. C'est ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis non. Moi je dis non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que j'aime la démarche de M. Tidiane Thiam. J'aime sa démarche. J'aime sa démarche. C'est démocratique ce qu'il fait. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays. On ne peut pas se lever là comme ça. On va aller chercher les forces de l'AES. Hein, l'AES, quand ils vont venir comme pour vous, là, c'est pas.
Vous savez pourquoi ils sont fâchés avec le pouvoir de Ouattara? Est-ce que vous savez les vraies raisons? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Il faut aller dans le fond de la marmite d'abord avant de comprendre ce qui se passe. Maintenant, ceux qui sont en train de dire que oui, il faut aller, faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo forcément sur la liste. Moi, je vous informe comment la politique fonctionne. Les politiciens qui sont là, eux tous, ils ne sont pas tous là en première ligne d'abord pour le peuple. Je vous informe. L'opposition qui est là, ils ne sont pas là pour vous. Vous pouvez aller vous tuer. Mais quand le premier tonnerre va frapper là, eux, ils vont rentrer dans leurs avions et les ambassades et puis ils vont partir. Passer par les ambassades et ils vont partir avec leurs parents, avec leurs enfants. Ceux qui vont payer le prix, c'est le peuple. Ceux qui vont payer le prix, encore, c'est le peuple. Donc, vous, les gens du PPACI, si vous voulez forcément Gbagbo au pouvoir... Abonnés de tapoter, on va arriver à 20 000 cas, après on va passer à 5. Demande à tes abonnés de tapoter. Faut enlever les commentaires, ils vont tapoter. Faut enlever les commentaires. Enlever les commentaires, oh. Ils vont tapoter. Merci, vas-y. Ils sont en train d'écrire des choses, alors au lieu de tapoter. Et puis chercher à monter. Les autres descendent, vous montez. Eux, ils ne font qu'écrire. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas. L'opposition a beaucoup de partis politiques. Il y a beaucoup de politiques dans l'opposition. Ils ne sont pas obligés de se mettre ensemble en première ligne. Peut-être qu'ils, après le premier tour des élections, ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent dealer. Ça, c'est pas un problème. Mais chacun a son parti politique. La question qui est fondamentale, l'opposition, tous sont d'accord, c'est la révision de la liste électorale. Tout le monde le dit, et la révision de la liste électorale est demander à vos familles, à vos parents d'aller se faire enrôler. Il y aura un dernier tour d'enrôlement. Allez-y vous faire enrôler. Parce que si vous n'êtes pas enrôlé, vous n'êtes pas motivé pour aller aux élections, naturellement que le pouvoir en place va gagner encore les élections. C'est simple. Nous, on veut une élection libre, où tout le monde est intégré. Maintenant, celui qui n'a pas été intégré n'a qu'à saisir les instances. Mais ne demandez pas au peuple d'aller se faire tuer. Maintenant, si vous voulez vous faire tuer, allez-y. On est d'accord avec vous. Ça, c'est votre libre choix. Mais s'il vous plaît, n'entraînez pas des innocents dedans. Parce que le président Laurent Gbagbo a déjà dirigé le pays. Il te reste une minute. Oui. Une minute. Le président Laurent Gbagbo a déjà dirigé le pays. Le président Laurent Gbagbo a été déjà président de la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Même si nous tous, on est d'accord que oui, il y a eu des négligences, il y a eu des fautes. Oui, prenons ces fautes-là et puis corrigeons-les à l'avenir. C'est tout. D'ailleurs, même moi, je peux dire que le président Ouattara a corrigé les fautes de Gbagbo. Il a su qu'on ne s'allie pas avec les alliés, par exemple, d'hier. Il les a tous repoussés et puis il est assis seul dans son coin. Voilà. Il a pris les choses, on négocie pas une rébellion. Lui, au moins, il a pris les leçons. Ça, au moins, il faut lui reconnaître ça. Il a pris que oui, c'était une erreur du président Laurent Gbagbo que moi, je ne ferai pas. Les forces qui l'ont aidé hier, ils ne discutent pas avec eux. Ils ne discutent pas avec eux. Donc, c'est pas maintenant que nous, on va aller les chercher. On va devenir maintenant des Rwandais. Sur nous, ça va devenir Rwandais. Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ils vont venir s'asseoir sur un territoire, dire que oui, nous sommes là depuis des décennies, c'est nous, on est venu vous aider, c'est nous, non, on n'a pas besoin de ça. Le peuple ivoirien peut facilement dire, monsieur le président, vous avez bien travaillé, mais nous ne sommes pas d'accord, allez, votre mandat est fini, on donne le mandat à telle personne. Le peuple ivoirien est digne, le peuple ivoirien est assez instruit, et le peuple ivoirien peut bien le faire. Merci. Ok, merci Nina. Merci. Il n'y a pas d'émotion, je pense bien. On va donner la parole à... Ange, tu veux faire une motion? Oui. D'accord. Bonjour à tous. Non, ça va, il y a réseau, ça va maintenant? Il y a bon réseau, ça va. Fais ta motion, c'est une minute. Bonjour. Kevin va prendre la parole, après on va donner à d'autres personnes. Vas-y. Ok, d'accord. D'abord, bonjour, je vous salue et salue tous les panélistes. Bonjour à tous. Bon, avant tout propos, j'ai une petite question pour M. Zasso. Voilà, M. Zasso. Attends d'abord. Donc, il faut attendre ton temps de parole. Une émotion à... Non. Clarisse, j'ai déjà mon temps de parole. Je dis, dans mon temps de parole. Attends d'abord, dans mon temps de parole là.
C'est mon temps de parole. Donc, j'ai dit dans mon temps de parole, j'ai juste une petite question pour lui. Est-ce que On a 30 secondes, il répond à la question. Pour moi, je continue, il n'y a pas de problème. C'est ça? Comment? Est-ce que c'est à toi de parler maintenant? Oui, c'est à moi de parler. Ah bon, vas-y. C'est à moi de parler. Excuse-moi, Non, mon mais frère. d'accord. Clarisse, tu peux donner ma place à quelqu'un. Comme j'avais dit, je m'apprête à aller au travail. Tu peux donner ma place à quelqu'un. Quand tu regardes, nous sommes encore là. Merci. Bon D'accord. boulot. Merci. Nina, viens créer ton entreprise en Côte d'Ivoire. Il faut laisser petit boulot là. grand-père. Ok. Zazo, je t'informe que j'ai mes entreprises en Côte d'Ivoire. Je t'informe que j'ai mes entreprises en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je m'intéresse à la politique de mon pays. Je t'informe que moi, actuellement, là, je paye le salaire de 3 personnes et je cherche à payer pour 100 personnes. Moi, je t'informe. Merci. C'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça que je t'invite. Le pays est bon maintenant. Il faut venir. Le président Ouattara nous invite tous à venir investir. Mais moi, Venez, je venez. viens en Côte d'Ivoire. Qui t'a dit que moi, je ne viens pas en Côte d'Ivoire, Zazo? Qui t'a dit que la frontière de la Côte d'Ivoire est fermée pour moi? Je t'apprécie beaucoup, mais souvent tu dérapes, tu vois. Mais qui t'a dit que moi je ne viens pas en Côte d'Ivoire? Tu penses que tout le monde est comme vous quand vous venez, vous faites des vidéos pour vous exposer? Je ne m'expose pas, Zazo. Chez moi, c'est grand bérébi. J'ai mes entreprises. Zazo, calme-toi. Tout le monde n'est pas comme vous. S'il te plaît, Zazo. On va faire un petit boulot, arrête de distraire les gens là. Tu aimes trop ça. Moi, je fais mon boulot, oui. Je fais mon boulot parce que je dois préparer ma retraite aussi. Mais Zazo, de partout, j'ai des enfants, Zazo. Faut arrêter, Zazo, faut arrêter. Tu connais pas la vie des gens. Faut arrêter. Tu te comprends trop comme Makoso, faut arrêter tes trucs. Est-ce qu'on peut avancer? Faut arrêter. Moi, je suis pas en exil, Zazo. Je suis pas comme toi. Non, merci, c'est bon. Ok, continue à tapoter. Allons-y à 30 minutes. Ange, vas-y. Après, on va donner. Voilà. Nina, merci. Je vais donner ta merci beaucoup. Merci, vas-y, Ange. Monsieur Zasso, il disait qu'il y a une petite question pour vous. Pourquoi en 2011, Pourquoi tu ne vas là, pas vous êtes sur le retourné au sujet? Ghana? Non, attends, il veut juste une petite réponse de sa part et puis il va directement sur le sujet. Monsieur Zasso, pourquoi en 2011... Réenvoie ta demande de Boaï. Vas-y, Ange. Oh là là. Ok, monsieur Zasso, pourquoi en 2011, vous êtes pas tout à l'heure quand vous étiez en train de parler là, c'est vrai qu'on le savait déjà tous, mais vous avez encore rappelé qu'il fut un moment où vous étiez exilé au Ghana. Pourquoi vous êtes retrouvé au Ghana en 2011? S'il vous plaît, je voulais savoir pourquoi. Quelle était la véritable raison pour que vous étiez au Ghana? Tu veux des réponses? Tu veux des réponses? Bon, premièrement, je ne suis pas le premier exilé des crises ivoiriennes. Il y a eu la guerre, Gaï Babo, qui a fait 303 morts. Non, je viens, je vais te répondre. Mais pourquoi vous ne... Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Non, je vais répondre ma question. Non, il faut me répondre. Tu connais très bien Zasso, puis tu as posé ta question. Laisse-moi répondre. Ange, la même question, tu vas te monter pour le sujet, on va te monter pour Zasso. Il faut laisser Zasso. Il est au Ghana maintenant. La guerre, Gaï a fait 303 morts. Monsieur Zasso, c'est bon, laissez tomber, il y a nul. Je vais laisser le sujet, c'est bon. Ah non, faut pas annuler, hein. Tu connais pas Zasso, on t'a parlé ici. Il faut aller sur le sujet, il faut laisser, faut pas distraire les gens ici. Il faut laisser Zasso tranquille. Ok, merci beaucoup. Le bas, il n'est pas monté pour Voilà. C'est-à-dire que tellement il est connu qu'il ne va pas droit au but, tout le monde même s'inquiète. Une petite question pour répondre à 2 secondes, tout le monde s'inquiète. Donc vraiment la question est annulée. L'opposition ivoirienne est-elle prête pour affronter le pouvoir de M. Ouattara? J'ai dû attendre les uns les autres. Ce n'est pas pour répondre à cette personne. Non, d'autres disent que l'opposition est amorphe. L'opposition, ça c'est une opposition flafla. D'autres disent que non, ça c'est pas une opposition, ça c'est pas une opposition qui peut inquiéter Gbagbo, pardon, une opposition qui peut inquiéter le pouvoir. Bon, trop de choses. Bon, souvent à ces personnes, j'ai envie de poser la question, à la place de l'opposition, Clarisse, remettez les commentaires. Vous dites? Mais bon, il faut laisser. J'ai demandé à Clarisse de remettre les commentaires. Non, d'accord. Il va y être, hein. Tapoter. Je me demande, tous ceux qui disent, voilà, de ce genre de choses, pardon, qui disent ce genre de choses à l'opposition, je me demande bien si ces personnes étaient à la place de l'opposition, qu'auraient fait ces personnes? En fait, je me pose la question. Je me demande qu'est-ce que ces personnes allaient faire face au pouvoir, s'ils étaient dans l'opposition, s'ils étaient eux, qui étaient vraiment les opposants en Côte d'Ivoire. J'ai vu d'autres qui disent que cette question, ou bien le combat de l'opposition se règle, ou bien ça se fait par diplomatie.
Et il y a les gens qui sont ahuris, qui ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas dans le secret du Dieu. Ils ne sont pas dans le secret de quoi appelle de ce qui se passe derrière les murs. Donc ils estiment que l'opposition ne fait rien. Mais attendez. Soyons quand même des intellectuels et réfléchis. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils sont des opposants, chercher à lutter, à gouverner un jour, et puis vous mettez sur les panels pour dire que oui, ces personnes, ils ne font rien, et que c'est une opposition faible. Moi, je me pose la question, quoi. Est-ce que, bon, aujourd'hui, TikTok a tellement de facilité qu'on peut se mettre sur le panel, nous tous et chacun de nous peut se lever, prendre la parole, faire ses analyses personnelles, et puis penser que, oui, ce qu'il dit, c'est ce qui est officiel ou c'est ce qui s'est dit. Le président Laurent Gbagbo, opposant historique face au président Félix Houphouët-Boigny. Mais jeune qu'il était, il faisait les meetings ça et là, ça et là, ça et là, ça et là. Aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, Il 2 minutes. quand c'est les autres là, toi Clarisse, c'est ton problème avec toi qui est là. Quand c'est les autres là, ils sont tellement des superstars et ils peuvent parler comme ils veulent jusqu'à dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais quand c'est les autres là, toi tu vas finir qui essaie de nous communiquer, ça veut dire quoi? Bon, laisse-moi aller. Ok, j'ai compris, laisse finir mes 2 minutes. On va parler dans mes 2 minutes. Ok, tu as 2 minutes. Il n'y a pas une seconde. Donc, tu as 2 minutes toujours. Aujourd'hui là, avec l'âge qu'il a, il ne peut pas mener le combat de rue qu'il menait face à Oufouille. Quand il menait ce combat de rue là, le président Alassane Ouattara était premier ministre. Il a même été arrêté avec sa femme, avec son fils. Donc aujourd'hui, l'âge qu'il a, il ne peut pas mener ce combat de rue. Alors, s'il y a une autre tactique qu'il peut employer, c'est la diplomatie. Mais derrière la diplomatie là, si la diplomatie a échoué, mais il va avoir une autre option. Pourquoi les gens s'empressent? À ce que les gens lancent les mots d'ordre et qu'on voit les gens dans la rue, pourquoi les gens s'empressent? Parce que l'opposition ne tient pas les discours guerriers ou bien n'appelle pas, comment on appelle le peuple de descendre dans la rue. Donc vous pensez que oui, l'opposition à la marche, l'opposition je ne sais quelle expression. Donc pour vous, l'opposition ne fait rien et que l'opposition ne peut pas tenir face au pouvoir. L'opposition qui a même Thiam qui est là, s'il lance ou bien s'il pense qu'il est levé pour ne pas être candidat ou bien pour ne pas aller à cette élection, il y a une autre solution qu'il va proposer. Actuellement, là, il travaille très fort au plan diplomatique. Tous les leaders travaillent très fort au plan diplomatique. Chablais vous dit même plus loin. Et c'est pas s'il est dérouté, mais il est en Europe. Tout ça, il a très travaillé pour la restitution de son nom, pour qu'il ait récépissé, pour que son parti ait récépissé, tout ça. Mais sans faire de bruit, sans faire du tapage, sans appeler peut-être un cafouillage quelconque. Donc pourquoi vous dites que non, l'opposition ne bouge pas, l'opposition ne fait rien? Laurent Gbagbo il fait un meeting en Côte d'Ivoire, il critique le pouvoir vertement même. Il critique vertement le pouvoir. Et puis il n'y a rien, mais c'est ça une opposition. Qu'est-ce que vous voulez voir de l'opposition? Et qu'est-ce qui vous fait dire que tout ce que l'opposition mène comme diplomatie, tout ce que l'opposition dit comme critique et autres, qu'est-ce qui vous fait dire que non, ça n'affaiblit pas le pouvoir? S'il vous plaît, on peut avoir une motion après, s'il vous plaît. Ça n'affaiblit pas le pouvoir. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'a aucun impact sur le pouvoir? Il lui reste 1 minute, tu vas faire ta motion. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire que non, ça n'a aucun impact sur le pouvoir? Qu'est-ce qui vous fait dire que tout ce qui se mène, tout ce que l'opposition mène dans le noir, qu'est-ce qui vous fait que ça n'a aucun impact sur le pouvoir? On n'en sait rien. Moi-même qui parle, je n'en sais rien. Vous aussi, vous n'en savez rien. On vient, on se met sur un panel, on parle parce qu'il faut parler. L'opposition franchit les étapes au fur et à mesure. Et elle est dans l'opposition dans un rôle qu'elle a pu faire. Au moment venu, s'il faut chercher des tactiques, l'opposition va chercher des tactiques. Donc, asseyons-nous, observons. Je vous remercie. Didier, fais ta motion rapidement, on va passer la parole à Kevin. Fais ta motion. Je voulais demander publiquement à ce monsieur, puisqu'il dit que l'opposition est très active diplomatiquement, sous ses yeux-là, on a emprisonné Gala Kolibi. La liste des membres de son propre parti politique que Ouattara met en prison de façon injuste là. Alors, où est votre diplomatie quand ce genre de choses arrivent? Ou bien votre diplomatie là ne concerne pas vos propres camarades de lutte qui sont mis en prison sans cesse? C'est ça ma question. Parce que Oula Didier,
Merci bien. Moi, je vais répondre directement à votre question. Et puis, je fais mon micro et j'écoute tout le monde. Regardez. Entre pouvoir et opposition, les questions de prison et autres là, ça n'a jamais manqué. Je disais tout à l'heure, à l'entente de mes propos, je disais tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo, face au président Houphouët-Boigny, et le président Alassane Ouattara, premier ministre en sortant, lui-même, il a été emprisonné. Plein de ses camarades ont été emprisonnés. Même depuis la prison, il menait sa politique jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il soit tous libérés. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand le président Laurent Gbagbo quittait Bruxelles, après avoir gagné son procès pour rentrer en Côte d'Ivoire, il y avait plein de prisonniers aujourd'hui qui sont en liberté, qui étaient en prison au moment où le président Laurent Gbagbo venait en Côte d'Ivoire. Et depuis 2011, ces prisonniers-là, il n'y avait personne pour parler en leur nom. Mais il a fallu que le président Laurent Gbagbo arrive et qu'il essaie de faire ce qu'il peut faire comme combat pour que tous les Togo bleus autres soient dehors. Mais en même temps, tout qu'on fait, il demeure je termine. Clarisse, je vais répondre à une question. Tout compte fait, il demeure un opposant. Et donc, lui-même, le président Laurent Gbagbo, à tout moment là, on peut voir même peut se lever pour dire que lui va arrêter l'opposant Laurent Gbagbo. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, le fait que les gars là qu'on le dit, comment ça s'appelle, les types et autres, tout ça sont en prison, ça ne veut pas dire que tout à l'heure, il a dit que vous n'en savez rien, nous qui sommes sur les panels là, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas de ce qui se passe derrière le mur, on ne sait pas ce qui se passe, même dans la façon de mener la diplomatie, on ne sait pas ce qui se passe. Rien ne prouve que rien n'est fait pour que Gala Kolebi soit libéré. Rien ne prouve cela. Il a été arrêté, oui, c'est un fait, c'est une évidence. Si Biko a été arrêté, oui, c'est un fait, c'est une évidence, il n'y a pas de problème. Mais rien ne dit qu'ils ne font rien pour que ces personnes soient injustées. Rien ne dit ça, rien ne signifie ça. Voilà. À son arrivée, il y a plein de prisonniers qui sont aujourd'hui dehors. Même plus tard qu'avant, il a parlé du militaire du gendarme, là, comment il s'appelle là, l'autre là, presque tous les gendarmes sont libérés, tous les corps habillés en son temps sont libérés. Il a parlé de, comment il s'appelle là même, CK. Il a parlé de lui. Il dit qu'est-ce qu'il fait là-bas, le gars est malade, qu'on le libère. Donc il continue de faire ce qu'il peut faire. Donc rien ne prouve que c'est vrai, ils sont arrêtés, on est d'accord. Même Gbagbo peut être arrêté aujourd'hui, demain n'importe qui peut t'arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien pour que ces personnes soient dehors. Donc monsieur Oula, c'est vrai, c'est un fait, ils sont arrêtés, mais vous n'en savez pas, non, moi-même non plus, de savoir que les personnes ne font rien pour que ces personnes-là recouvrent la liberté. Merci de reconnaître que vous n'êtes pas à la hauteur diplomatiquement. Merci de le reconnaître. C'est ce que je retiens. Clarisse, j'attends mon tour de parole, hein, parce que... Et tu auras ton tour de parole, bien sûr. Ne me dis pas que je ne suis pas à la hauteur diplomatiquement. Ça veut dire que je suis un diplomate. Ok, merci. Ange, s'il te plaît, tu vas parler encore, mais attends. Kevin, vas-y, le sujet est là. Oui, mais Clarisse, il faut que je revienne sur un certain nombre de choses parce que... Oui, tu as ton temps de parole, vas-y. Je ne vais pas durer, hein. Moi, parce que je suis un peu occupé, donc j'aurai peut-être que ce seul temps de parole et puis peut-être quelqu'un va monter. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, c'est ce qui déjà moi m'a motivé personnellement à monter sur les panels pour proposer autre chose aux gens. Pour que les gens, la jeunesse surtout, puissent voir de nouvelles personnes avec de nouveaux modèles. Parce que nos aînés, ils ont échoué. Tout simplement. Quand j'entends, par exemple, le grand frère Zasso qui parle d'argent, il faut financer des cyberactivistes, des quoi. Moi, franchement, ça me fait rire, ça me fait pitié. Je pense qu'on n'est plus à ce stade. Il faut faire la politique par conviction. D'ailleurs, le président Gbagbo avait dit à l'époque, on vient en politique pour devenir riche. Avant de devenir en politique, il faut avoir un métier. Il faut avoir un métier. Et avant que tu ne continues, il y a des cyberactivistes qui sont financés sur la toile. Hein. Ouais, je sais, mais je dis... Voilà comme nous, hein. Je sais, je veux dire, on peut... Tiam finance les cyberactivistes. Tiam finance les cyberactivistes. S'il te plaît, alors, d'abord, dans un premier temps, ce que je suis en train de dire, c'est que, dans un premier temps, il faut le faire par conviction. Voilà, il faut d'abord faire par conviction. Moi, personnellement, je dis et j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de l'argent d'un homme politique et d'un cadre. J'en ai pas besoin. Je fais la politique par conviction. Je suis au PDCI par conviction. Je paye mes cotisations. C'est suffisant. Et ce que je fais là, c'est mon militantisme. C'est une façon pour moi de défendre donc le PDCI, l'idéologie du PDCI sur les panels. Et moi, c'est ma façon à moi de militer au sein du PDCI RDA. Et ça, vraiment, je souhaite que la jeune ne prennent pas pour exemple ces personnes qui sont payées, qui sont vendues, qui vendent donc, je vais dire, leurs convictions, leurs opinions, au nom donc de l'argent. S'il vous plaît, ressaisissez-vous, revenez à la réalité. Tout n'est pas question d'argent. Il faut avoir des convictions, des valeurs, et il faut les défendre. Ça, c'est ce que je souhaitais dire d'abord dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, je voudrais
aller sur la question de tout ce que Zasso a dit. C'est-à-dire, il a commencé à parler du bilan des présidents, etc. et tout ça. Moi, je suis en bas, je regarde ce discours-là, on peut le faire devant des illettrés, mais pas devant des intellectuels. Je vais revenir sur l'ensemble des propos. Dans un premier temps, le président Gbagbo n'a pas échoué. Dans un second temps, le président Bédié n'a pas échoué. Alors, celui qui a échoué, bien entendu, c'est le président Alassane Ouattara. Et je vais donner des éléments, on va tous comprendre. D'abord, D'abord, dans un premier temps, lorsqu'on essaie de parler, on essaie de dresser le bilan, attention, il faut faire une dissociation entre une Côte d'Ivoire en crise économique et une Côte d'Ivoire hors crise économique. Le président Ouattara, dans la période de crise économique, a été à la tête on pourrait le dire, de l'exécutif en Côte d'Ivoire. Il avait pour rôle 2 missions. L'une de ses premières missions était d'abord la stabilisation économique. Ensuite, deuxième mission, il avait pour rôle donc de relancer l'économie. Est-ce que le président Ouattara a réussi cette mission? Non, il a échoué lamentablement dans les années 90-93 lorsqu'il était au sommet de l'exécutif en Côte d'Ivoire. C'est une réalité, les chiffres le parlent. Et d'ailleurs, le président Bédié l'a rappelé dans son livre, dans son ouvrage. Et même lorsqu'on regarde un certain nombre d'éléments de chiffres macroéconomiques, on s'en rend compte que effectivement, ça a été un échec. Si on prend par exemple la question du PNB, le ratio dette sur le PNB, ça a complètement explosé. En 94, début 93, on était déjà à près de 257%, si mes chiffres sont bons. Donc, je veux dire, le président Ouattara n'a rien produit, je veux dire, de positif à cette période-là. En tout cas, qui allait dans le sens donc de pouvoir stabiliser notre économie ou relancer l'économie. Ça, c'est mon interprétation. D'ailleurs, je voudrais rappeler que lorsqu'il était Premier ministre à l'époque, la croissance économique tournait toujours autour des zéros ou était soit dans la barre du négatif. Donc, il n'a jamais même réussi, je veux dire, en griffe, à avoir une croissance positive lorsqu'il était dans cette période difficile de crise où il était appelé notamment au FMI en vue donc de pouvoir aider la Côte d'Ivoire à relancer, à stabiliser et relancer son économie. Puis, le président Ouattara lui-même a été directeur général Afrique du Fonds monétaire international. À cette époque-là, lorsqu'il était au Fonds monétaire international en tant que directeur Afrique, il avait donc pour rôle, pour mission donc, de pouvoir stabiliser et relancer l'économie en Afrique. C'est-à-dire, on était dans un cadre global. C'est-à-dire qu'il rassemblait un certain nombre de pays africains, donc il devait piloter une certaine politique et permettre à ces pays-là de pouvoir s'en sortir. Je mets quiconque au défi ici. Là maintenant, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un du RAGP monter et me dire quel pays africain le président Ouattara a pu aider, sauver son économie lorsqu'il était DGA du Fonds monétaire international? C'est zéro. D'ailleurs, le rapport le montre que toutes les procédures, notamment au niveau du Fonds monétaire international, concernant ces périodes, ces méthodes d'ajustement structurel et tout ça, ont été un échec en Afrique, contrairement aux pays asiatiques. Voilà pourquoi vous avez entendu dans le passé que le président Ouattara aurait sauvé l'économie du Japon. Mais bien entendu, ça fait rigoler. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en charge de mener donc ces politiques, notamment pour le compte de l'Asie. Il était bien au FMI, mais il était chargé de résoudre les questions africaines. Et si on prend l'ensemble des pays africains, ça a été un échec. Donc voilà, c'était un perpétuel échec. C'est-à-dire quand il est confronté à des crises et qu'on lui demande de trouver des solutions, bien entendu, finalement, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat positif. Ça a été un échec en tant que DGA du Fonds monétaire Afrique. Ensuite, en tant que président, premier ministre, je dirais, de la Côte d'Ivoire, il n'a pas réussi donc les 2 missions clés confiées par le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir la stabilisation économique et la relance économique. Alors, son successeur, qui est le président Bédié, lorsqu'il accède au pouvoir, il est obligé de recommencer. Il est obligé de reprendre tout le travail, finalement, que le président Bédié Houphouët avait confié au président Ouattara, puisque le président Ouattara a échoué. Et puis, en plus de cela, il est confronté à une dévaluation. Donc, ça fait 2 crises. Non seulement première crise économique et deuxième crise qui est la dévaluation. Comme ça, le président Bédié décrit cette situation comme une situation vraiment insurmontable, insupportable, etc. Donc, il a fait jouer ici son génie économique qui a permis à la Côte d'Ivoire justement de pouvoir juguler toutes ces crises que nous avons connues dans le passé, surmonter ces crises. Et puis finalement, je vais dire, au soir même du coup d'État, quand même les résultats n'étaient pas totalement négatifs. D'abord, si on prend le ratio dette sur le PIB à l'époque, au temps 94, qui était, je crois, de 136%, mais lorsque le président Bédié part,
nous avons un ratio dette sur PIB qui de 78%. Alors, il y avait une croissance positive. Tu peux me laisser leur dire de tapoter à 50 000 rapidement. Tapoter à 50 000, oui, grand frère, voilà, je vais le faire. Chers amis, démontrer que nous sommes dans un combat. Tapoter jusqu'à 50 000. Kevin est en train de vous faire endormir. Sa façon de parler là, vous êtes en train de dormir. Pardonnez, allez-y à 50 000 cas rapidement, s'il vous plaît. Alors, je regarde, nous sommes déjà à 38 000, il faut rapidement monter à 50 000 cas. Le débat est important, les gars. Montez. Sinon, Kevin est en train de vous faire endormir. Ne dormez pas, réveillez-vous. Alors, je continue. Non, si tu peux fermer ton compte. Merci beaucoup, mon frère. Merci, merci. Alors, donc j'étais en train de dire, vous voyez, de 90 à 93, la croissance était négative ou égale à 0. À partir de 94, avec le président Bédié, on a une croissance déjà même, je crois, de 1%, positif de 1, et quelques %. Et si on prend le taux moyen de croissance sous Henri Konan Bédié, c'est quasiment 6%, voire 7%. Donc vous voyez déjà le travail qui a été fait. Et puis au-delà de ça, en 6 années, je ne peux même pas parler de toutes les réalisations qui ont été faites par le président Bédié, et notamment l'ensemble des routes qui ont été construites dans le route, Kanawolo, etc., la côtière, 300 et quelques kilomètres, etc., et tout ça, c'est plein d'infrastructures routières qui ont été réalisées, la plupart même dans le nord du pays. Au-delà de ça, il y a des centrales thermiques qui ont été faites à Zito 1, à Zito 2, qui ont été faites, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une certaine donc autonomie au niveau donc sous-régional du point de vue énergétique. Au-delà de ça, même au niveau de la culture, il y a eu la construction du palais de la culture. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été quand même faites comme dans cette période, je dirais, quand bien même très difficile. Et la dernière fois, on était sur un panel avec Arthur Bonga même qui disait ça. À partir de 2001, la Côte d'Ivoire devait même rentrer dans une croissance à 2 chiffres. Avec le président Henri Konan Bédié. En 98 déjà, on est rentré dans le programme PPTE qui devait donc nous permettre finalement en 2001 d'atteindre le point d'achèvement et tout ça. Donc voilà le travail qui a été fait. Malheureusement, il y a eu le coup d'État, donc ça s'est arrêté. Nous avons eu les militaires. La situation économique, etc. s'est dégradée. Lorsque le président Gbagbo prend le pouvoir en 2000, il retrouve une situation économique dramatique parce que les institutions internationales se sont retirées, etc. et tout ça. Donc, il trouve, par exemple, on avait à cette époque-là le ratio dette sur PIB qui tournait autour de 119%. On avait une croissance négative de moins 3%. On avait une dette qui était énorme. Le service de la dette représentait 50% des recettes de l'État. Ce qui voudrait dire que on vivait à moitié, au fait. C'est-à-dire que lorsqu'on encaisse de l'argent, finalement, on prend 50% pour payer le service de la dette et 50% servait justement à pouvoir assurer, je vais dire, le quotidien de l'État. Alors, dans les 50% qui restaient, 47% étaient destinés au salaire des fonctionnaires. Donc, ça veut dire que c'était vraiment dramatique. C'est pour ça que parfois, quand certaines personnes disent, le président Gbagbo dit n'augmente pas les salaires, non, autant de... Mais c'est totalement normal parce que regardez la situation qui est chaotique. Comment peut-il augmenter les salaires alors qu'il lui reste que 50% de ses ressources et dans les 50% déjà, il y a 47% qui est affecté au salaire des fonctionnaires. Il lui reste quoi? 3%. 3%, qu'est-ce qu'il peut faire avec 3%? Il y a quand même le service, je veux dire, minimum de l'État qu'il faut vraiment régler et tout ça. Donc, c'est pas possible. Donc, à cette époque, il avait raison de dire qu'il n'augmente pas les salaires parce que la situation économique ne pouvait pas le permettre. Ensuite, le président Gbagbo... Excusez-moi, monsieur. Vous faites un déroulé, mais est-ce qu'on peut vous faire une motion, s'il vous plaît? Parce que là, vous entendez votre déroulé, il y a beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser. Juste une seule, si vous permettez. Notez, et puis finalement, quand je termine, sinon je risque de me perdre, s'il vous plaît. Notez, et puis après, vous allez me poser des questions. Alors, donc, comme le président Gbagbo, finalement, prend la Côte d'Ivoire dans cette situation chaotique, mais il travaille, il discute avec les institutions internationales, il fait revenir les partenaires et tout ça. Et il reprend le processus donc du PPTE, ce qui permet donc à la Côte d'Ivoire d'avancer, on renoue avec la croissance, etc. et tout ça. Je vais rappeler qu'au temps de Gbagbo, quand même, on avait un déficit budgétaire qui était quand même maîtrisé, contrairement au président Ouattara. Si vous prenez les dernières années, vous allez voir qu'on a un déficit de 4%, je crois, en 2025, on se rapproche des 3%. Mais au-delà de ça, le président Gbagbo, lui, il avait respecté tous les critères du point de vue international. C'est-à-dire que c'était 3%, je crois qu'on était autour de 1 et quelques ou 2%. Ça, c'est un. Donc, voici l'historien qui faisait mieux même que l'économiste aujourd'hui qui est en poste. Deuxièmement,
du point de vue même de la question de l'inflation, sous Laurent Gbagbo, nous avons une inflation qui tournait autour de 1,5%, c'est-à-dire il a pris autour de 2,5%. Et jusqu'à ce qu'il parte, on était autour de 1%, 1,2, 1,6 jusqu'à 1,5. Contrairement aujourd'hui où le taux d'inflation tourne autour peut-être de 4%. Donc voilà un peu. Donc je dis, du point de vue macroéconomique, c'est pas truc. Concernant la situation économique, c'est celui-là qui a remboursé quand même la dette de la Côte d'Ivoire. Je vais dire tantôt que le rôle du président Ouattara à l'époque, c'était de stabiliser l'économie et relancer l'économie. Donc, le travail de ses prédécesseurs, c'était donc de faire ce travail qu'il avait échoué, qu'il n'avait pas pu faire, au fait, lorsqu'il était Premier ministre. Donc, il fallait rembourser la dette. C'est ce que le président Gbagbo faisait. Il a remboursé la dette. Il a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre le PPTE. Je vous rappelle que sous le président Laurent Gbagbo, au départ, c'était ratio dette sur PIB, nous étions à 119%. Alors, en 2011, début 2011, pour la première fois, depuis près de 20 ans, voire 25 ans, le ratio dette sur PIB est descendu sous la barre des 70%. Je voudrais rappeler que les 70%, c'est le taux au niveau de l'UEMOA qui permet donc d'indiquer qu'un pays est dans une situation économique un peu difficile, surendettement. Et pour la première fois sous Laurent Gbagbo, début 2011, premier trimestre 2011, la Côte d'Ivoire a un taux de 69,9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo laisse à Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire qui n'est plus en situation de surendettement. C'est très important de le mentionner. Il laisse à Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire qui n'est plus en situation de surendettement. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo fait. Ça, alors, ce que je suis en train de dire, alors ça, c'est sans compter le PPTE. Alors, maintenant, n'a qu'à chuter, ça fait 30 minutes. Non, il lui reste 2 minutes. Il lui reste 2 minutes. Voilà, je vais chuter bientôt. Alors, donc, le président Gbagbo laisse au président Ouattara une Côte d'Ivoire qui n'est plus dans une situation de surendettement. Donc, le travail est énorme. C'est qu'il a fait, au fait. C'est-à-dire, depuis près de 25 ans, la Côte d'Ivoire tentait de sortir de cette situation calamiteuse. Et c'est en 2011, sous Laurent Gbagbo, que finalement, la Côte d'Ivoire réussit à sortir de cette situation. Alors, finalement, lorsque le président Ouattara prend le pouvoir, on n'est plus dans cette situation, dans cette zone rouge, et il bénéficie justement du PPTE en 2012. Alors, on réduit considérablement notre dette. Alors, le PPTE a permis 3 choses. D'abord, premièrement, un financement accru des partenaires internationaux. Si vous prenez au niveau de la France, qui a donc mis en place un programme qui s'appelait le C2D avec la Côte d'Ivoire sous 3 phases, voire plus. Alors, à partir déjà de ces 3 phases, on était déjà à près de 1900, entre 1900 voire 2000 milliards d'investissement au niveau des infrastructures en Côte d'Ivoire. Ça, déjà, c'est grâce au PPTE qui a permis cela. Au-delà de ça, il y a 500 milliards de dettes que nous devions annuellement verser à nos partenaires, c'est-à-dire aux créanciers, qui finalement doivent être réinvestis dans les infrastructures. Donc, voici. Et en plus de ça, ça a permis d'améliorer le ratio dette sur PIB. La question que vous devez vous poser, c'est comment le président Ouattara a réussi donc à pouvoir endetter aujourd'hui la Côte d'Ivoire au tête de plus de 30 000 milliards de dettes. C'est justement parce que le ratio dette sur PIB s'est amélioré. Dès l'instant où le ratio dette sur PIB s'améliore, tu deviens à nouveau crédible et tu peux à nouveau emprunter au niveau des partenaires internationaux. Donc tout ça, c'est le travail du Gbagbo. C'est pour ça que donc tout ce qui se fait aujourd'hui là, c'est des choses que nous savions. Parce que c'est un travail qui a été déjà fait par ses prédécesseurs. Tout simplement. Et je vais chuter par là en vous présentant juste une petite vidéo qui dénote de ce fait-là. C'est-à-dire, pendant la campagne, le président Gbagbo même a eu à s'exprimer sur cet état de fait. Et je souhaite qu'on l'écoute et ensuite je vais chuter par là. Merci. Vous voyez des gens courir, ils s'en foutent quand ils courent. C'est à cause du travail que j'ai fait qu'ils courent. Mais je vous explique ça aujourd'hui. Et voilà, il dit, vous voyez des gens qui courent, mais c'est à cause du travail que j'ai fait qu'ils sont en train de courir. Je vais vous expliquer ça maintenant. Ça, c'est le président Gbagbo qui parle. Parce qu'ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. Il dit, parce qu'ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. C'est le président Gbagbo qui parle. Parce qu'ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. Parce que hier, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça, vous allez... J'ai donné une dette de 6500 milliards. 6500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger.
devait avoir le tour de décision du FMI de la Banque mondiale en mars 2003. Et la guerre est venue en septembre 2002. Donc, le FMI et la Banque mondiale se sont retirés. Et nous sommes restés avec nos dettes. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé. On a tenu. On a tenu. On ne nous a pas balancé des sacs de farine, des sacs de maïs. Non. Il n'est pas venu ça pour notre pays. On a tenu. On a mangé. Les populations ont mangé. Et on a tenu. Quand on a signé l'accord de Ouagadougou, et que les gens voyaient maintenant la paix, j'ai rappelé le FMI de la Banque mondiale. Ils ont dit, bon, on va parler. Et on a discuté. On a discuté. Ils nous ont donné des conditions, mais c'est pas la peine de rentrer dans le détail, on a payé. Les conditions qu'ils nous ont exigées, on a payé. Aujourd'hui, tout est presque fini et on attend la... Il dit tout est presque fini, c'est-à-dire le riz est déjà cuit. C'est tout, le riz est déjà cuit, tout est déjà fini. Le président Gbagbo avait fini le travail. Le président Ouattara est venu juste profiter. C'est tout, au fait. Il faut former le panel, tu dis tapoter. Comment ils vont tapoter? Il faut former le panel. Il faut nous laisser réagir. S'il te plaît, après, je vais faire une motion. Attendez, il a 30 secondes pour chuter Kevin. Les 2 minutes sont finies. Il a 30 secondes. Depuis là, la 30 secondes, depuis là. Alors, je chute pour dire tout simplement, certains disent que non, le président Gbagbo n'a pas pu réaliser des choses, mais quand même, il a pu faire quelque chose. On pourrait parler d'un certain nombre d'infrastructures, parce que la situation ne lui permettait pas, mais quand même, il s'est débrouillé pour faire des choses. Quand on prend par exemple le pont de Jacquesville, c'est le président Gbagbo, allez-y voir, le financement était bouclé depuis sous Gbagbo. Quand on prend l'autoroute Abidjan-Yamsokro, de Saint-Broco jusqu'à... Tout ça, c'est le président Gbagbo. Quand on prend, par exemple, l'hôtel des députés à Yamsokro, ça devait donc, c'était dans la vision donc du transfert de la capitale à Yamsokro avec tous les travaux. Je vais prendre l'émotion maintenant. Ok, faites vos motions, s'il vous plaît. Clarisse, je voulais savoir à quel moment j'ai de parole. Faites une motion. Attends, Didier, faites ta motion. Il y a fait une motion rapidement avec une... Je voulais savoir à quel moment... Didier, vous faites ta motion, quoi? Non, je voulais demander à quel moment j'aurai mon temps de parole. Comme ça, peut-être je vais attendre. Oui, il faut dans 5 minutes, c'est bon. Dans 5 minutes, c'est bon. Non, Kevin, j'ai fait ça de façon exprès parce que voilà, comme c'est Kevin, il est modérateur ici. Déjà, attends, je vais faire la motion où là? Monsieur, j'ai demandé la motion avant vous. J'ai demandé la motion. On dit de faire ma motion. J'ai demandé la motion bien avant vous, monsieur, s'il vous plaît. Tu auras ton temps de parole. C'est une motion que je fais. Vous l'a fait sa motion et puis après, tu vas faire ta motion. Il avait demandé le premier. Vas-y, Didier, après. Ok. Le monsieur a fait un déroulé et au cours de son déroulé, il a dit à un moment donné que les fonctionnaires avaient souhaité une augmentation des salaires, ce qui lui a été refusé par monsieur Laurent Gbagbo. Ok. Mais dans le même temps, on a vu ici lors de jugement à La Haye, Mongo Philippe dit publiquement que monsieur Laurent Gbagbo aurait financé Kone Zakaria à hauteur de plusieurs milliards pour je ne sais quelle raison, et que lui, c'est ce qu'il a personnellement outré, et ça fait d'un. De deux, M. Laurent Gbagbo lui-même a reconnu que au lieu de payer ou d'augmenter le salaire des fonctionnaires, il n'a pas été capable de le faire. Il protestait ne pas avoir les sous pour le faire. C'est ce que le monsieur, tout à l'heure, l'intervenant, a défendu en substance. Mais M. Laurent Gbagbo a eu assez de sous pour aller donner ces sous-là à Jacques Chirac. À ce que je sache, entre la France et la Côte d'Ivoire, le pays qui a sa propre monnaie, en l'occurrence qui est plus riche que la Côte d'Ivoire, c'est la France. Donc, de priver les Ivoiriens de même 1 million ou même de même 500 000 francs et de venir le donner à un chef d'État français pour une raison quelconque, est-ce que ce monsieur-là, ici qui vient d'intervenir, trouve que ça c'est normal? Les Ivoiriens manquaient clairement d'argent pour s'acheter ne fût-ce qu'à manger. La question est comme la question d'un RDP. C'est pas à toi de poser cette question, s'il te plaît. C'est pas à toi, Didier. Clarisse, si c'est à moi de poser la question. Clarisse, la question, elle a quoi il est juste. Parce que. Ok, c'est fait après, tu vas faire, puis Kevin va répondre, on va passer la parole. La motion, normalement, c'est 1 minute, donc Didier. Non, ça fait une question qu'il a posée. Je vais répondre rapidement, et puis on va
Voilà, j'ai compris ces questions. La première question, c'est le financement de M. Kone Zakaria, selon les propos de Philippe Mangou lorsqu'il témoignait à la Cour pénale internationale. Alors, j'ai suivi ce procès-là, comme tous les Ivoiriens, dans leur grande majorité. J'ai aussi entendu ces propos-là de monsieur, parlant du financement du financement indirect, du commandant invisible, lorsque le président, je pense à l'époque, mais ça c'est des questions de sécurité, c'est des questions de défense. La Côte d'Ivoire était en crise. Donc, le fait de financer indirectement un ennemi, tout ça fait partie de la stratégie militaire. Donc, moi, je vois pas où est le problème. Mais Kevin, tu es grave, hein? S'il te plaît, Jasso, s'il te plaît. Non, mais Kevin, c'est que tu dis est grave, hein? Non, mais ce qu'il dit, c'est censé. C'est pas grave, c'est censé. Ça a un sens quand même, Zasso. Justement, alors, je pense que ça fait partie de la stratégie. Donc quand vous financez les commandos invisibles, vous les donnez un... Financer commando invisible, tu tues des Ivoiriens, tu sais, c'est censé. Non, je suis en train de répondre. Vous avez fait votre question. Je suis en train de répondre. Motion. Kevin. S'il te plaît. Kevin, motion, s'il te plaît. Tu as fait ta motion, mais s'il te plaît, attends. Alors, mais tout ça, ça fait partie de la stratégie militaire. Du point de vue, c'est avec qui je veux dire, c'est une fausse stratégie, c'est une fausse stratégie. Il ne faut pas encourager ça, pardon. Arrête ça, là, tu racontes quoi même? Au final, des trucs pour créer, il faut arrêter ça, pardon. Pour tout le respect que j'ai pour toi, tu sais que je respecte beaucoup, il faut éviter ce que tu es en train de faire, grand frère. Il ne faut pas, après ça, devenir... Tu ne peux pas tenir ce langage le plus loin. Grand frère, s'il te plaît, il faut me laisser, c'est mon avis, c'est mon opinion. J'ai le droit d'avoir mon opinion, s'il te plaît. Voilà. Je dis et je répète, c'est dans le cadre d'une stratégie militaire, ou voire même de renseignements militaires, ou voire même de renseignements, ça fait partie peut-être d'une politique, mais des renseignements généraux. Pourquoi? Parce que lorsque le président Mangou s'est exprimé, il a parlé de Désiré Tagro. On sait que Désiré Tagro est quoi? Il était ministre de l'Intérieur. Et quand on parle de ministre de l'Intérieur, c'est celui qui gère aussi tout ce qui concerne les renseignements généraux. Donc tout ça, ça fait partie d'un cadre militaire, etc. Et tout ça, moi, je vois pas où est le problème. Voilà. Je vais te dire, Kevin, monsieur Kevin, où est le problème? Écoute-moi bien, je te dis où est le problème. Non, c'est pas une question, c'est pas une interaction. Tu as posé une motion, je suis en train de répondre. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu auras ton temps de parole, tu pourras revenir là-dessus, s'il te plaît. Kevin, il y a une motion, s'il te plaît, pour toi. Non, attends, j'ai fait ma motion. J'ai une deuxième question. Non, mais n'ouvrez pas les micros. Chacun va faire sa motion. Je vais juste finir avec... Vous voulez faire une motion à Kevin. Qu'est-ce qu'il a dit même? Je ne sais pas. Alors, deuxième question de Oula, ça porte notamment sur le financement du président Gbagbo à hauteur de 2 milliards au président Jacques Chirac. Alors, sur cette question, même moi, je suis pas d'accord. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord. Voilà, on a critiqué, même moi, j'ai critiqué. Moi, j'ai pas dit que Laurent Gbagbo est un homme parfait. Voilà, je dis pas qu'il est un homme parfait. Donc, sur cette question, j'ai critiqué, je suis pas d'accord, je comprends pas pourquoi est-ce que, justement, on pourrait, s'il te plaît, faut pas ouvrir ton micro. Non, monsieur Kimi, permettez qu'on se comprenne. Parce que si c'est un panel, je comprends que je ne comprends pas, ça sert à rien. Il n'y a pas d'utilité. Ça, moi, j'aime pas l'émotion, là. Quelqu'un a fini de parler, prenez plus parler. Voilà, mais vous voulez poser des questions. S'il te plaît, Zasso. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon ça devient long. Tu as posé une question, je réponds. Bon, tu peux être satisfait comme tu peux ne pas satisfait, c'est ton problème. L'essentiel, c'est que dès que tu finis de poser une question, on te donne une réponse, c'est tout. C'est pas un dialogue. Voilà, je suis pas en train de dialoguer avec toi, s'il te plaît. Maintenant, voilà. Dans ton temps de parole, tu peux... Voilà, c'est ça, tu vas revenir sur ça, si tu veux. Maintenant, il n'est pas satisfait, c'est pas grave. De parole, j'ai même pas terminé avec ça. Donc, je dis que sur ce point-là, beaucoup d'Ivoiriens ont critiqué. Le président Gbagbo c'est un homme, il n'est pas parfait. Donc, il peut avoir commis des erreurs. Ça arrive dans la gestion du pouvoir. Mais nous, on a vu des gens célébrer l'anniversaire à l'hôtel Ivoire. Anniversaire du président français Macron. Ça, tu n'as pas vu aussi. Voilà. Donc, je veux dire simplement que il y a des choses qui arrivent. Donc, on peut ne pas forcément être d'accord sur tout. Voilà, ça c'est ce que je voudrais vraiment relever par rapport à ça. Maintenant, on va avancer dans les motions. Ouais, moi je vais prendre une motion pour toi. Avant que tu poses ta motion. Attends, tapez. C'est moi qui dois faire la motion d'abord. Laisse-moi prendre une motion additive pour Kevin, s'il te plaît. C'est moi qui fais la motion d'abord. Non, c'est par rapport à la première motion qui a été posée à Kevin. Tu me laisses apporter laisse-moi apporter un plus à sa réponse. Et puis tu vas poser ta motion. Tu me laisses apporter un plus à la motion de Kevin et puis tu vas poser ta motion. On n'a pas de problème. Voilà. Tapez, vas-y rapidement. C'est tout.
Voilà, ils ont parlé ici de Philippe Mangou. Après, ils ont parlé des 2 milliards que Laurent Gbagbo, que lui-même, hein, il a avoué avoir remis à Jacques Chirac. Ok. Concernant Philippe Mangou, il faut qu'on soit sérieux en Côte d'Ivoire. On a un chef d'état-major de l'armée ivoirienne qui était chargé de défendre la population ivoirienne, qui a fui, qui s'est retrouvé dans une ambassade parce que sa femme voulait être en sécurité. C'est la parole de cette personne-là qu'on doit prendre en considération. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Philippe Mangou n'est pas digne. Philippe Mangou, là, il n'est pas digne. C'est un indigne, c'est pas un militaire, c'est une femmelette. Parce qu'abandonner ces éléments en plein combat et se retrouver à une ambassade sous prétexte de vouloir protéger sa femme, ta parole n'a aucune valeur. Donc on ne va même pas considérer la parole de Philippe Mangou. On revient sur les 2 milliards remis à Jacques Chirac. Oui, nous tous là, on condamne. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, dans l'opposition et au pouvoir, c'est deux choses différentes. Voilà, il y a des réalités qu'il est venu trouver. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais après, dans son livre, il a expliqué pourquoi il a remis les 2 milliards. Mais les 2 milliards là sont plus graves qu'un président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui prend 9 milliards de l'État ivoirien pour réhabiliter sa propre maison, pendant que la Côte d'Ivoire regorge de 2 palais présidentiels. C'est plus grave que l'augmentation des factures de CIE des Ivoiriens pour un déficit de 100 milliards, pendant que lui-même là, il a un budget de 365 milliards par an. Pendant qu'on nous dit les Ivoiriens doivent payer pour un déficit de 100 milliards à la CIE. Quand vous voulez faire des comparaisons, faites des comparaisons normales, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Alors Diaz, vas-y pour ta voix. Il a fait ma motion, Kevin. Il a fait ma motion. Oui, mais c'est pour ça que je dis Diaz, vas-y. S'il te plaît, le cas Mangou, là, je vais réagir. Je suis pas d'accord. On va passer la parole. Diaz, fais ta motion. Merci. Il a fait ma motion et puis il attend mon temps de parole. Depuis une minute, le cas de Mangou, là. Faut pas, on va accepter ça comme ça. C'est trop facile. S'il te plaît, Jasso, s'il te plaît. Donc, si tu finis, Clarisse, permets-moi de réagir. On va attendre ton temps de parole, grand frère Jasso. Vas-y, Diaz. Depuis que Kevin parle, il n'a jamais apporté un élément de preuve. Jamais. Moi, je suis le seul, quand je monte sur un panel, j'ai mon ordinateur là. Et quand je vais prendre mon temps de parole, je vais vous présenter des documents avec preuve à l'appui. Kevin a dit que Bédier a remboursé une partie de la dette. Gbagbo lui-même, dans sa vidéo qu'il a joué, il dit que j'ai trouvé 500 000 milliards. Donc, comment se fait-il que Bédier a remboursé la dette et il trouve 500 000 milliards? Il dit encore une fois que Gbagbo a remboursé la dette. Mais il fait jouer une vidéo de Gbagbo par rapport à la dette. Parce que il faut arrêter de nous mentir. Non, bon. S'il te plaît, dans la motion, tu ne peux pas faire des vidéos, tu auras compris. D'accord. Je vais fermer mon micro. Il faut arrêter de nous mentir. Donc, il a fait. Je vais répondre à ça rapidement et puis je vais finalement parler. Alors, j'ai écouté Diaz, mon ami Diaz, hein, c'est un ami avec beaucoup d'amusement. Vous savez, Kevin a parlé avec, je vais dire, sans preuve. Alors, c'est un débat. C'est un débat contradictoire. Je pense que tous ceux qui sont ici là n'ont pas tendance forcément à chaque fois projeter des images. Ce débat là, on l'a déjà fait plusieurs fois. On a montré des éléments et tout ça. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, tu dis que le président Bédier n'a pas remboursé des dettes.
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc nous, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui voilà, qui relayent les vidéos, qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de donner, de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.